Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine intense qui s'annonce sur le plan de la macroéconomie et de la microéconomie. Sur le plan de la macro, on aura des indicateurs de consommation un peu partout, notamment aux États-Unis avec les ventes au détail qui seront publiées cette semaine pour le mois de mars. Nous aurons également ces fameux chiffres d'inflation qui vont commencer à rebondir fortement avec les effets de base de l'an dernier. L'inflation du mois de mars aux États-Unis, le CPI sera publié demain et ce sera un des grands moments importants de cette semaine. Je vous rappelle que le marché obligataire a déjà intégré au moins en partie l'idée d'une inflation qui allait rebondir fortement sur les prochains mois. On l'a vu notamment avec l'indice des prix à la production qui ont été publiés aux États-Unis vendredi. Sur le front macro, nous aurons également l'estimation de la croissance chinoise pour le premier trimestre qui s'annonce elle aussi spectaculaire, là aussi avec des effets de base massifs qui vont jouer le marché. Les économistes attendent une croissance sur un an pour l'économie chinoise de 15-20% peut-être, très difficile d'avoir une estimation correcte à ce stade. Et puis des enquêtes de confiance qui devraient elles aussi montrer un regain de confiance chez les investisseurs et chez les chefs d'entreprise. Le ZOO en Allemagne sera publié également demain pour le mois d'avril. Sur le front micro, c'est le coup d'envoi des résultats et des publications trimestrielles qui commence cette semaine, avec déjà des poids lourds. LVMH qui publiera ses ventes demain soir. On aura L'Oréal également jeudi après la clôture des marchés. Et puis le secteur des banques américaines qui publiera ses résultats à partir de ce mercredi. Beaucoup d'actualités corporate également en ce début de semaine. On peut noter qu'on attend peut-être de la part de Microsoft une grosse acquisition qui doit être encore confirmée, mais les agences de presse notent que Microsoft pourrait racheter Nuance, un spécialiste de l'intelligence artificielle, pour 16 milliards de dollars, ce qui serait la deuxième plus grosse acquisition de Microsoft après LinkedIn en 2016 pour 26 milliards de dollars. On notera également l'amende d'Alibaba qui provoque un soulagement de marché. Le titre Alibaba a bondi de plus de 5% aujourd'hui à Hong Kong après une amende record infligée par les autorités chinoises pour abus de position dominante. Une amende record qui correspond à 2,3 milliards d'euros. Et puis sur le front corporate toujours, Veolia et Suez qui enterrent aujourd'hui la hache de guerre et qui trouvent un accord pour leur fusion sur la base d'un prix à 20,50 € par action Suez versus 18,50 € qui avait été proposé jusqu'à présent. Le nouvel ensemble Veolia pèsera 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires et puis restera également une entité Suez, un nouveau Suez qui pèsera 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'eau et les déchets en France et puis quelques activités à l'étranger également. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis ce sera une semaine importante sur le plan technique avec une échéance mensuelle certes, mais qui intervient à un moment où les indices marquent tous des sommets historiques ou quasi historiques. L'échéance aura lieu ce vendredi évidemment et on en parlera dans le plan de trading d'ici quelques instants avec Romain Daubry à mes côtés en plateau. Une journée calme pour commencer une semaine qui s'annonce intense. Les infos clés à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 marque une pause dans sa progression depuis ce matin avant le début de la saison des résultats. Si Téléperformance a déjà publié ses résultats trimestriels, les investisseurs attendent ceux de LVMH dès demain avant les grandes banques américaines mercredi, puis L'Oréal et Publicis jeudi. En attendant, le marché se concentre sur l'accord finalement trouvé entre Veolia et Suez, mais aussi sur le discours optimiste de Jérôme Powell ce week-end. Celui-ci a en effet déclaré sur CBS que l'économie américaine se trouve selon lui à un point d'inflexion et que les anticipations de croissance et d'emploi devrait s'améliorer. Si Jérôme Powell a évidemment précisé que la prudence était toujours de mise face au risque pandémique, il loue la stratégie vaccinale et budgétaire du gouvernement Biden. En ce qui concerne l'inflation, il a rappelé que toute poussée d'inflation serait temporaire aux États-Unis. Sur ce sujet, les investisseurs attendent justement demain la publication des prix à la consommation au mois de mars aux États-Unis, qui pourrait rassurer les investisseurs ou au contraire raviver les craintes. Enfin, Jérôme Powell a qualifié de hautement improbable un relèvement
des taux de la Fed cette année. Au-delà de l'inflation aux États-Unis, les investisseurs suivront cette semaine la production industrielle aux États-Unis, toujours donc, mais aussi en zone euro, et suivront également l'inflation en zone euro, cette fois-ci publiée vendredi, ou encore la publication du livre beige de la Fed qui sera publié ce mercredi. En attendant, les investisseurs se concentrent sur les actualités valeurs aujourd'hui, et à commencer par Veolia et Suez qui ont annoncé avoir trouvé un accord de principe pour leur rapprochement. Si tous les détails ne sont pas encore décidés, les deux groupes annoncent tout de même un prix par action Suez qui passe de 18 € à 20,50 €. En ce qui concerne le découpage, une fois le rapprochement effectué, Veolia cédera les activités françaises de Suez ainsi que certaines activités eau à l'international à un consortium d'investisseurs proches des deux groupes, à savoir le fonds Meridiam proche de Veolia, les fonds Ardian et GIP proches de Suez, mais aussi à la Caisse des dépôts et de consignation. La nouvelle entité devrait avoisiner un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros, tandis que le nouveau Veolia, issu de la fusion, devrait peser donc à l'issue de l'opération environ 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Suez a par ailleurs accepté pour cela de désactiver sa fondation aux Pays-Bas, donc afin de permettre le rapprochement. On note également aujourd'hui que Téléperformance relève de son côté son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour 2021, après avoir constaté une progression record de ses revenus au premier trimestre. Téléperformance qui annonce donc anticiper une croissance de 12% donc de son chiffre d'affaires annuel, là où elle visait 9% auparavant, et l'entreprise qui vise également une marge d'EBITDA supérieure à 14% donc pour cette année. On note également que Valneva annonce être actuellement en train de faire les démarches pour s'introduire en bourse aux États-Unis sur le Nasdaq, une introduction qui se ferait sous forme d'American Depository Shares, le dispositif permettant aux entreprises étrangères d'être cotées sur les marchés américains. On note aussi à la mi-journée que Crédit Suisse réfléchirait à plusieurs options en ce qui concerne sa branche gestion d'actifs à la suite des scandales Greensill et Archegos. Selon Reuters, BlackRock ou encore Tikeo Capital pourraient être intéressés. Et enfin, on note que Sanofi annonce investir 400 millions d'euros sur 5 ans dans un site de production de vaccins à Singapour. Une annonce qui intervient à la suite du rachat de Tidal Therapeutics spécialisé dans l'ARN messager. Et on finit ce point de la mi-journée avec un tour du côté des matières premières. Tout d'abord, le pétrole qui à la mi-journée est aux alentours des 63 $, l'once d'or qui elle est aux alentours des 1740 $, l'euro-dollar qui progresse légèrement et qui est au niveau de 1,19 $ pour 1 euro à la mi-journée, tandis que le taux à 10 ans aux États-Unis est lui aux alentours des 1,66%. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et c'est Romain Daubry qui est avec nous pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse, comme chaque lundi à la mi-journée, pour le plan de trading avec Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Bon, est-ce qu'on prend le risque de se brûler les ailes? La semaine va être intense. Les indices sont quasiment tous sur des sommets historiques. Alors le CAC 40 chasse encore ses records historiques de l'an 2000, à plus de 6900 points. On n'y est pas encore, mais est-ce qu'il y a un risque d'aller se brûler les ailes, de se rapprocher un peu trop près du soleil en ce moment? Depuis le CAC 40, avec les dividendes réinvestis, lui, il est à des sommets. Donc, il est à des sommets. Donc, oui, il y a un petit risque. Effectivement, là, on commence tous plus ou moins à penser qu'il y a plus de risques que de potentiel à gagner. À très court terme, là, pour la semaine, on n'a pas d'alerte majeure. Les portefeuilles sont toujours très couverts. Et au fur et à mesure que le marché monte, le niveau de couverture est rehaussé aussi. On a toujours 2 options de vente pour une option d'achat autour de la monnaie, là, en ce moment, sur l'échéance d'avril. Donc, pas d'alerte. Et on a eu de l'intérêt dans ce mouvement de hausse. C'était un peu mitigé au départ. Ça a été moyen, mais il y en a eu 18 000 contrats construits au cours de la dernière phase de hausse. Depuis jeudi, c'est un peu plus mitigé. On a détruit, au cours des 2 dernières séances de hausse, de jeudi et de vendredi, 4000 contrats futurs. C'est pas énorme. Et en plus, on revient à des niveaux de position ouverte sur le futur CAC 40 qui sont ceux du mois de novembre. On déplorait un niveau de position ouverte sur le futur CAC 40 qui était assez faible. On arrive à 330 000 contrats futurs ouverts, toutes échéances confondues. C'est plutôt pas mal. Donc, 4000 contrats détruits sur l'échéance en cours avant la saison des résultats aux États-Unis et en Europe. Après un rallye important au moment d'une échéance sur les marchés dérivés, même si elle n'est pas majeure, oui, c'est plutôt, il n'y a pas d'alerte majeure. C'est après effectivement que ça se complique, où on constate qu'on a un niveau de couverture c'est une alerte qu'on a soulevée il y a quelques temps déjà, mais c'est un peu tôt. On va voir comment les intérêts se construisent cette semaine. C'est toujours comme ça, mais il n'y a pas de position ouverte quasiment pour l'instant sur le mois de mai. En revanche, sur le mois de juin et même plus loin dans l'année, je suis allé voir jusqu'en décembre. Il n'y a pas d'intérêt du tout, pas de couverture du tout, pardon. Et donc un vrai risque jusqu'à 5700 points. Il n'y a pas de protection, pas de couverture.
Alors on peut considérer que c'est tôt de se couvrir déjà pour le mois de juin prochain. On peut considérer que les marchés sont beaucoup montés, que de s'acheter de la couverture sur les niveaux actuels, c'est peut-être un peu inutile, qu'on peut considérer qu'il y a du cash et que donc les replis seront des points d'entrée. Donc pas d'alerte dans l'immédiat, mais on a des signaux d'essoufflement et il est clair qu'on va remonter les seuils d'alerte clairement dans les jours qui viennent, oui. Oui, c'est ça. Et quand on regarde le VIX, donc ce baromètre de la peur, la volatilité implicite du marché américain, on constate effectivement que la peur commence à disparaître. Elle se normalise complètement. On est à peu près sur les niveaux qui prévalaient avant la crise pandémique, les niveaux de février 2020, c'est ça. Avant, au moment du déclenchement de la crise, on était à 18,5 sur le VIX, on est à 16,89 vendredi soir. On est donc dans ce trading range 14,20, 21,50 sur le VIX. Ça s'analyse graphiquement, donc c'est intéressant de regarder. Et puis cette rupture nette avec la baisse de la peur, effectivement, et la réactivation par conséquent de la dynamique haussière sur le Nasdaq et sur le S&P. Donc oui, ça se détend. Alors on n'est pas encore au niveau de complaisance, on voit qu'on en approche. Alors, c'est difficile de les fixer. On a 9,51, ce sont des niveaux de long terme, mais 14,20 est un support important. Et surtout, on voit ce canal en bleu, ce canal baissier, dont on va à l'abord duquel on va se méfier. Donc, pour l'instant, je pense on n'a pas encore ce niveau d'alerte. On rentre, c'est positif aussi que la volatilité se détende, que les investisseurs soient plus détendus. Oui, ça participe de la normalisation qu'on vit depuis des mois. C'est ça. C'est quand elle touche un extrême que ça devient plus inquiétant. Aux alentours de 14,20, on va commencer à surveiller ce qui se produit. Ou alors si on repasse 21,50, qui est ce niveau pivot, ce niveau charnière, pour l'instant, c'est pas le sens et ça a l'air de se détendre. Et la dynamique haussière qu'on constate sur le Nasdaq, notamment, effectivement, laisse à penser qu'il y a encore un petit potentiel dans les jours qui viennent, en tout cas. Oui, c'est ça. Quand on fait le tour d'horizon des forces en présence, intéressant de constater que depuis quelques jours, une semaine ou deux à peine, le Nasdaq reprend du poil de la bête, Romain. Complètement. Ouais. C'était l'indice en sous-performance depuis les vaccins, pour dire les choses un peu simplement, mais depuis quelques semaines, c'est un indice, les GAFAM notamment, qui reprennent un peu de vigueur. Exactement. Alors qui était en pause, et c'était sain. On s'inquiétait de la surchauffe, on s'inquiétait de ces calls, ces options d'achat prises au mois d'août fortement, et de tous ces risques. Là, on consolide. On a consolidé très, très largement entre février et mars, très nettement. Puis une structure de retournement haussière, de continuation haussière qui s'est mise en place. Alors, on peut la lire comme un bison, on peut la lire comme une épaule, tête-épaule de continuation. En tout cas, elle a bien confirmé. Elle a donné un mouvement assez puissant qu'on constate ici, avec un premier objectif qu'on avait donné, 13 842, c'était la première cible. On a clôturé à 13 845 vendredi soir, donc un marché qui reste très technique. Ce qu'on constate, en revanche, c'est qu'il y a 3 gaps d'affilée sur le Nasdaq en journalier. Donc, troisième gap peut être un gap d'épuisement dans un mouvement qui, en tout cas, n'est pas terminé dans l'immédiat, puisque la grande cible de cette structure, ce serait le haut du canal haussier de moyen terme qu'on voit en noir dessiné ici. Et donc l'objectif 2, que j'ai pas... Qui crève le plafond, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de place sur le graphique pour non, il arrive à la borne haute du canal, mais on arrive très en haut. Mais je voulais rester en journalier, mais montrer qu'il y a du potentiel. J'ai pas mis de chiffres. Pourquoi? Parce que c'est la borne haute du canal. On sait que c'est aux alentours de 15 000. Donc il y a encore effectivement du potentiel. On va voir. Pour l'instant, on sent une petite pause et un peu généralisée sur l'ensemble des indices. Nous, on a allégé des positions dynamiques sur ce niveau-là, en se disant que peut-être sur des supports 13 700, 13 535, selon le comportement, on va voir si l'indice réagit et va repartir. Et beaucoup du Nasdaq est quand même lié au niveau des taux longs américains qui se sont détendus ces 15 derniers jours. On s'est stabilisé autour de 1,65 après avoir marqué un plus haut entre 1,75 et 2%, 1,77 je crois pour le plus haut qu'on a marqué sur le 10 ans américain. On verra comment le marché obligataire réagit aux chiffres d'inflation qui vont être publiés cette semaine, aux États-Unis notamment. Ce sera un des grands drivers de la semaine. Justement, à propos d'inflation, on a beaucoup regardé ce qui se passait du côté des matières premières ces derniers mois, qui sont un indicateur avancé de l'optimisme des investisseurs sur la reprise cyclique. Que nous disent les matières premières aujourd'hui, Romain? Alors toujours cette idée de pause, mais dans un méga trend qui se met en place, on le voit, une ligne de tendance baissière de très long terme, qui a plus de 10 ans, qui est en train d'être franchie, et une pause. Pareil, assez saine, sur un niveau qui est majeur et qu'on comprend. Et donc, cette oblique que vous voyez aux alentours de... Alors, c'est 14,96, encore une fois, c'est un produit qui reproduit l'indice. C'est un tracker, mais qui reproduit ce panier de valeurs. Et donc, on voit qu'il y a plutôt une pause saine qui se met en place. C'est un graphique mensuel depuis 2 mois. Donc, pas de retournement de la tendance pour l'instant. Juste un niveau technique, un niveau charnière. Donc, ça nous dit qu'il pourrait y avoir une reprise et que ce trend, il n'est pas du tout arrêté pour l'instant, mais que dans un mouvement de correction sereine, un mouvement de correction sereine se met en place pour l'instant.
Ouais, c'est ça. On voit quand même que certaines parties du marché, il y a un petit besoin de consolidation sur les matières premières en l'occurrence. Voilà. C'est pour ça qu'on trouve des équilibres qui sont plutôt sains. On voit que le Nasdaq qui avait fait une pause repart, que les autres indices suivent mais sont un peu moins puissants dans l'immédiat, que sur les matières premières ça avait bien performé et que ça consolide. Enfin, il y a moins de yo-yo et moins de violence, celle qu'on craignait il y a quelques jours, notamment avec des allers-retours un peu brutaux de 10% sur le Brent. On voit que ça se normalise et ça se calme dans l'immédiat. Bon, il y a un jeu d'équilibre qui se met en place. Qu'est-ce que ça nous donne quand on regarde les grands indices mondiaux? Alors pour l'Europe, le DAX, le S&P 500 aux États-Unis et puis le CAC 40, bien sûr, Romain. Alors le DAX, vous le voyez ici, pareil, un graphique mensuel, hein, c'est assez large, mais c'est intéressant de voir qu'on touche la borne haute du canal haussier de très long terme aussi. Hein, c'est un canal qui est en place depuis 2009. On a réussi à retoucher ce niveau qu'on n'avait pas réussi qu'on n'était pas parvenu à franchir en 2019. Donc ce sont des niveaux cibles, ce sont des zones cibles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas débordées. Les indices américains l'ont largement fait, ont largement débordé ces hauts de canaux. On va le voir sur le S&P. Mais voilà, dire que la dynamique reste bonne, qu'il n'y a pas d'invalidation dans l'immédiat, qu'on atteint des niveaux et que donc effectivement on a des raisons de se poser des questions, mais tant que la dynamique est haussière et positive sur les indices comme le Nasdaq, il n'y a pas vraiment de raison que ça se retourne chez nous. Mais on remonte les seuils d'alerte en effet, donc 14 950 semble être un support de court terme à surveiller sur le DAX. On s'inquiétera plus sous 13 310 éventuellement à moyen terme, mais donc il y a de la marge aussi pour une correction, une consolidation en tout cas. Ouais, bon, S&P 500, record historique. S&P 500 record historique, on voit très bien la dynamique. Vous l'avez en violet, le canal haussier de long terme qui est en bas. On voit qu'il est complètement débordé, qu'on a même créé un canal haussier de moyen terme qui est en bleu cette fois-ci et qu'on se dirige à grands pas vers la borne haute du canal haussier de moyen terme et une résistance à 4163 sur le S&P. Voilà, pour montrer que cette dynamique, elle peut être débordée, mais pour dire aussi qu'on arrive à des niveaux charnières, même sur les indices américains. Bon. Pour finir, le CAC 40, là, sur la vision un peu court terme de la semaine, Romain. Alors là, c'est un mix des deux, c'est court terme et moyen terme sur le CAC 40, c'est pour ça que j'ai laissé pas mal de niveaux. Vous voyez en oblique, en violet, en haut, la borne haute du canal haussier aussi, j'ai laissé que cette borne-là. Donc le même principe, la borne haute du canal haussier de long terme, au sein duquel l'indice CAC évolue, on voit qu'elle est située au-dessus de 6300 points, 6300, 335, et puis on a une zone de résistance 6257, 6284. Ce qu'on observe, c'est que l'indice CAC 40 évolue depuis maintenant le mois d'octobre ou novembre, on ne le voit pas sur le graphique, moi je me suis arrêté en février dernier, mais au sein d'un biseau. Un biseau, c'est une structure d'épuisement, c'est une structure qui, normalement, tend à penser qu'il y a une consolidation. Alors, je l'indique pourquoi, parce qu'on la voit bien, qu'elle est très respectée par le marché. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas fiable, cette figure, que les bornes sont souvent débordées. On le voit d'ailleurs la semaine dernière, on a tenté de déborder la borne haute, on la réintègre ce matin, on oscille autour. Et donc, on est obligé de la surveiller parce que le marché l'observe et qu'il travaille autour de ces bornes-là. En revanche, elle donne des indications qui ne sont pas toujours franches. Donc, on peut sortir par le haut et pourquoi pas aller chercher des extensions, donc 6168 et au-delà. En fait, il y a cette grande zone d'articulation, petite zone d'articulation, 6160, 6180. Si on la déborde, on peut aller chercher 6204, pourquoi pas 6257, 6284 et l'extension de la borne haute du canal. En revanche, on va remonter notre niveau d'alerte. Et là, on sait que du côté de la position ouverte sur le futur CAC 40, il y a un peu plus de faiblesse sous 6139 points. Le danger, il est beaucoup plus autour des 6000 points. On sait qu'entre 5950 et jusqu'à 6015 points, on est monté sans soutien du côté de la position ouverte sur le futur CAC 40. Donc, pas de grand danger avant ce niveau-là, mais des premiers niveaux d'alerte qu'on va surveiller sous 6139 et 6000, ce sera plus risqué. On va parler des enjeux macro de la semaine dans un instant avec Frédéric Ducrozet. Romain, les enjeux micro, c'est intéressant. Il y a deux secteurs qui vont être sur le devant de la scène. Le luxe, avec LVMH, L'Oréal qui publieront leur chiffre d'affaires du premier trimestre au cours de la semaine. Et puis les financières avec les grandes banques américaines. Intéressant, ce sont deux secteurs forts aujourd'hui sur les marchés, c'est ça, Romain? Oui, tout à fait. Financière très fort. Bancaire, ça patine depuis 2 ou 3 semaines maintenant. Ça devient un secteur qui stagne, mais effectivement, ça va être à surveiller de très près. Il va y avoir beaucoup de choses. Probablement des surprises du côté des résultats cette semaine. Et on suivra ça dès demain soir après la clôture en Europe avec le chiffre d'affaires de LVMH qui donnera le tempo pour les grands groupes du CAC 40. Merci beaucoup. Romain Dobré avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading avec Bourse Direct. Et une semaine macro intense avec des chiffres qui seront spectaculaires ou qui ne seront pas. On en parle avec Frédéric Ducrozet, donc en visioconférence avec nous depuis Genève, stratégiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Je cite évidemment alors la consommation avec les ventes au détail aux États-Unis, notamment au mois de mars. On aura des enquêtes de confiance avec le ZOO en Allemagne. On aura le PIB chinois en fin de semaine également pour le premier trimestre. Là aussi, on aura sans doute des chiffres historiques spectaculaires. Et puis, une marque d'inflation très attendue
attendu pour le mois de mars, dès demain, avec le CPI américain. Est-ce que les marchés sont prêts à ce déluge de statistiques d'une part et à l'explosion des chiffres qu'on attend, Frédéric ? On est un petit peu en terre inconnue d'une manière générale. Et j'allais dire que c'est la même chose pour les résultats des entreprises au niveau micro comme macro. On est aujourd'hui au deuxième trimestre 2021, un an après la chute spectaculaire, elle aussi, de l'activité avec les premières mesures de confinement. Un effet de base, ça se calcule. C'est notre métier en termes d'économistes, de prévisionnistes. Mais tout ce qui est au-delà de l'effet de base, il y a une énorme marge d'incertitude. On l'a vu vendredi avec un indicateur qui est normalement moins important pour le marché que ceux qu'on attend cette semaine, qui est l'indice des prix à la production, qui a doublé sur le mois, qui a doublé les attentes du marché. On est encore une fois dans un point d'inflexion de l'économie et donc en termes de prévision économique dans une zone un peu floue. Donc il peut y avoir des bonnes surprises même lorsque les attentes sont élevées, et je le répète, c'est également le cas probablement pour des résultats d'entreprises qui là aussi verront des gros effets de base booster les chiffres. Mais on va se servir ensuite de ces indicateurs là où ça va vraiment être utile, je pense, pour les perspectives au-delà des quelques semaines qui viennent, et bien pour estimer notamment des éléments plus structurels. On sait notamment aux États-Unis qu'il y a énormément d'argent de côté, de l'épargne des ménages, plus de 1000 milliards de dollars accumulés, le stimulus budgétaire et les chèques qui ont été envoyés aux ménages. Quelle part de cet argent va être dépensé? Ça, c'est un point qui est très important et très intéressant dans les chiffres qui viennent. En termes d'inflation, c'est la même idée. Qu'est-ce qui vient vraiment de la vraie inflation, entre guillemets, générée au plan domestique au moment où l'économie réouvre? Et là, il faudra peut-être un petit peu plus de temps pour analyser les chiffres, peut-être aussi plus qu'un mois de données. Ça veut dire, Frédéric, en termes de marché, de dynamique de marché, malgré déjà une correction assez significative sur l'obligataire américain en l'occurrence, il n'est pas dit que ce marché-là soit totalement consolidé encore à ce stade, au regard peut-être des surprises potentielles sur l'inflation, la consommation aux États-Unis cette semaine. Exactement. On a beau attendre plus de 3% d'inflation dans les mois qui viennent aux États-Unis, si on a 3,5%, c'est quand même un sacré choc en termes de chiffres et de headlines qui sort sur Bloomberg, c'est clair. Maintenant, au-delà de ça, et là aussi la réaction vendredi des marchés me semble particulièrement intéressante, eh bien, on a l'impression qu'on s'est quand même habitué à ce régime, qu'il n'y a pas non plus des attentes d'inflation à 4 ou 5%, c'est quelque chose qui est gérable. On a Jérôme Powell, le patron de la Fed, hier sur la télévision américaine, qui réaffirme son soutien sans faille à l'économie, son engagement à maintenir les taux bas, et qui d'ailleurs cite plutôt les risques de nouveaux variants, de nouvelles augmentations des cas, y compris aux États-Unis, plutôt que les bonnes nouvelles. Donc vous avez quand même un environnement de marché pour l'obligataire qui est toujours relativement favorable, et les taux, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas dérapé jusqu'à 2%. Donc pour le moment, so far so good, ces conditions me semblent réunies pour qu'au-delà de la digestion qui va être nécessaire et peut-être un peu longue cette semaine, eh bien la suite se passe plutôt encore bien pour les marchés actions notamment, alors qu'on rentre dans la saison des résultats. Il va falloir jeter un œil à la politique allemande cette semaine encore, Frédéric, dans la perspective bien sûr des élections générales qui se dérouleront dans le pays à l'automne. Et quand on parle de politique allemande, évidemment, on peut faire des liens assez rapides avec la politique économique et budgétaire dans son ensemble en zone euro. Quel est l'enjeu cette semaine pour les conservateurs allemands, Frédéric, dans la perspective des élections générales de cet automne ? Alors là, les enjeux sont plutôt à moyen terme, j'allais dire dans les 15 prochaines années, après 15 ans de Merkel. Dans la mesure où l'Allemagne est également dans une phase de transition, on l'a eu dans des conditions complètement différentes, évidemment, en France il y a 4 ans avec l'élection du président Macron. Il n'y aura pas, a priori, de nouveaux candidats sortis du chapeau en Allemagne. On a maintenant officiellement 2 candidats déclarés à la tête du parti de la CDU, du parti conservateur, et donc à l'élection pour septembre. Et on vient d'avoir ce matin la confirmation que le parti parti bavarois, CSU, soutient officiellement le candidat déclaré avant, Armin Laschet. Et donc c'est le candidat de la transition, de la continuité malgré tout après Merkel. Et ceci dit, même si on a cette confirmation pour l'ensemble du parti dans les jours qui viennent, il n'est pas du tout garanti de mon point de vue que tout se passe comme prévu jusqu'en septembre, parce qu'encore une fois l'Allemagne se cherche. On a un parti écologiste qui est au numéro 1 dans les sondages sans aucune contestation possible, et en fonction du candidat de la CDU, justement, Armin Laschet serait potentiellement plus favorable pour eux. Les Verts pourraient tenter une alliance et changer complètement là aussi la nature de la politique économique en Allemagne
et pour l'Europe. Et dernier point, qui n'est pas des moindres pour la zone euro en l'occurrence, on a ce blocage de la Cour constitutionnelle allemande, temporaire on l'espère, de la mise en œuvre du plan de relance européen. Donc on a beaucoup de sujets en Allemagne et la politique allemande pourrait du coup devenir plus excitante que d'habitude. Ce sera un des grands enjeux effectivement sans doute de cette année 2021. Je vous laisse pas partir sans un commentaire sur la BCE. Frédéric, comment est-ce que vous appréciez les dernières communications qu'on a pu avoir des différents membres de la BCE? Comment expliquer notamment que certains membres au sein du Conseil des gouverneurs commencent à débattre ouvertement d'une sortie de l'ultra-accommodation de la Banque Centrale Européenne, alors même que la reprise en zone euro n'est pas encore définitive et matérialisée? Comment est-ce que vous comprenez cette communication qui peut paraître un peu confuse récemment? Elle est un petit peu confuse et un peu vague pour des bonnes raisons. C'est que la BCE n'est pas en mesure aujourd'hui, avec 19 juridictions, 25 membres du Conseil, de se mettre d'accord plus précisément sur des objectifs. On a senti que ça craquait un petit peu sous ce consensus qui est malgré tout très large. Et la présidente Christine Lagarde est vraiment accréditée de ce consensus à la BCE depuis un an dans toutes les mesures qui ont été prises. Et néanmoins, au-delà, si l'économie réouvre et les choses s'améliorent, on va sentir les gouverneurs allemands, néerlandais, belges également pousser pour en faire moins. Et je crois que la réponse de la présidente, là aussi, a été parfaite ce week-end, y compris par son collègue Fabio Panetta, membre du board. Il n'est pas question de se comparer aux États-Unis. Il n'est pas question de parler de tapering et d'arrêt des achats d'actifs. On n'est pas du tout dans cette situation comparable aux États-Unis. Il faut au contraire maintenir cet engagement à préserver des conditions financières. C'est très vague, mais on comprend bien, et je crois que le marché a bien compris aussi ce que ça voulait dire, le marché qui pour l'instant achète là aussi cette fonction de réaction de la BCE, et c'est tant mieux. Pas de complaisance vis-à-vis des objectifs et du mandat. Un tas de les objectifs et le plus vite possible sera le mieux. C'est ce que rappelaient effectivement les membres importants du directoire, Christine Lagarde ou encore Fabio Panetta, vous l'avez cité dans une communication ce week-end. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management à Genève. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.